Coco. Bienvenue dans cette première lecture ASMR sur ma chaîne qui sera en voix basse pour commencer. Pendant le temps de cette petite introduction, vous pouvez vous installer confortablement prêt à vous endormir. Après cette introduction, il n'y aura plus d'image, uniquement le son de ma voix. Vous pourrez donc poser votre téléphone et vous endormir tranquillement. Je vous recommande aussi d'utiliser l'application Tingles qui est gratuite et sans pub, avec laquelle vous pourrez verrouiller votre téléphone. Et même si vous voulez mettre un sleep timer qui coupera la lecture si vous pensez vous endormir avant la fin, vous pouvez mettre un quart d'heure, 30 minutes, voilà. Si vous écoutez sur un ordinateur, vous pouvez même ouvrir un nouvel onglet et lire ma dernière vidéo de page turning en même temps ou de feu de cheminée. Comme ça, vous aurez encore plus cette ambiance de lecture cosy, près du feu ou avec le son des pages. Laissez-moi maintenant vous présenter notre première lecture. Je vais vous lire La machine à explorer le temps de Herbert George Wells, qui est entré dans le domaine public en 2017. Alors ce livre vous a été proposé par plusieurs d'entre vous et je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Le thème du voyage dans le temps est mon thème favori qui me fascine le plus. Autant au cinéma que dans la littérature, tout art de la narration confondu. Même dans les sujets scientifiques, tout ça, voilà, la physique, le voyage dans le temps est mon thème de prédilection. D'ailleurs, mon tout dernier court-métrage, qui s'appelle Rendez-vous dans 20 secondes, parle de voyage dans le temps. Mais c'est un film un peu teenage movie, enfin c'est un traitement comique sur le sujet, mais ça reste du voyage dans le temps. Voilà, je vous mets le lien en fiche ou en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Par contre, pour écrire le scénario de ce court-métrage, j'ai dû lire plusieurs livres sur le voyage dans le temps. Sauf que c'était des livres scientifiques qui parlent sérieusement du sujet que j'ai lus pour éviter d'écrire des bêtises, pour être sûr de ne rien inventer en gros. Même si vous le verrez dans le film, il n'y a pas du tout d'aspect scientifique. Mais il faut d'abord s'informer pour être sûr qu'on ne va pas dire de bêtises. Par contre, je n'avais pas lu ce livre qui est un classique dans ce thème. Je trouve maintenant l'occasion de le lire avec vous. Vous connaissez donc maintenant mon intérêt pour le cinéma et ce livre, La machine à explorer le temps, a été publié en 1895, qui est la même année que la naissance du cinéma. Ce que je trouve assez amusant comme petite coïncidence. Et d'ailleurs, l'arrière-petit-fils de H.G. Wells, qui a écrit La machine à explorer le temps, qui s'appelle Simon Wells, a réalisé en 2002 une adaptation au cinéma de ce livre. Enfin, je pense que tous ceux qui ont proposé Jules Verne comme lecture apprécieront tout de même celle-ci. Bien sûr, après ce livre, je pourrai commencer d'autres lectures que vous avez proposées. Sans plus attendre, commençons la lecture de La machine à explorer le temps. Chapitre 1er. Initiation. L'explorateur du temps, car c'est ainsi que, pour plus de commodité, nous l'appellerons, nous exposait un mystérieux problème. Ses yeux gris et vifs étincelaient,
et son visage, habituellement pâle, était rouge et animé. Dans la cheminée, la flamme brûlait joyeusement, et la lumière douce des lampes à incandescence, en forme de lys d'argent, se reflétait dans les bulles qui montaient brillantes dans nos verres. Nos fauteuils, dessinés d'après ces modèles, nous embrassaient et nous caressaient au lieu de se soumettre à regret à nos séants. Il régnait cette voluptueuse atmosphère d'après-dîner où les pensées vagabondent gracieusement, libres des entraves de la précision. Et il nous expliqua la chose de cette façon, insistant sur certains points avec son index maigre, tandis que, renversés dans nos fauteuils, nous admirions son ardeur et son abondance d'idées pour soutenir ce que nous croyions alors un de ces nouveaux paradoxes. Suivez-moi bien. Il va falloir me discuter une ou deux idées qui sont universellement acceptées. Ainsi, par exemple, la géographie qu'on vous a enseignée dans vos classes est fondée sur un malentendu. Est-ce que ce n'est pas là entrer en matière avec une bien grosse question ? Demanda Philby, raisonneur à la chevelure rousse. Je n'ai pas l'intention de vous demander d'accepter quoi que ce soit sans argument raisonnable. Vous admettrez bientôt tout ce que je veux de vous. Vous savez, n'est-ce pas, qu'une ligne mathématique, une ligne de dimension nulle, n'a pas d'existence réelle. On vous a enseigné cela. De même pour un plan mathématique. Ces choses sont de simples abstractions. Parfait, dit le psychologue. De même, un cube n'ayant que longueur, largeur et épaisseur peut-il avoir une existence réelle ? Ici, j'objecte, dit Philby. Certes, un corps solide existe, toute chose réelle, c'est ce que croient la plupart des gens. Mais attendez un peu. Est-ce qu'il peut exister un cube instantané ? Je n'y suis pas, dit Philby. Est-ce qu'un cube peut avoir une existence réelle sans durer pendant un espace de temps quelconque ? Philby devint pensif. Manifestement, continua l'explorateur du temps, tout corps réel doit s'étendre dans 4 directions. Il doit avoir longueur, largeur, épaisseur et durée. Mais par une infirmité naturelle de la chair, que je vous expliquerai dans un moment, nous inclinons à négliger ce fait. Il y a en réalité 4 dimensions, 3 que nous appelons les 3 plans de l'espace, et une 4e, le temps. On tend cependant à établir une distinction factice entre les 3 premières dimensions et la dernière, parce qu'il se trouve que nous ne prenons conscience de ce qui nous entoure que par intermittence, tandis que le temps s'écoule du passé vers l'avenir, depuis le commencement jusqu'à la fin de votre vie. Ça, dit un très jeune homme qui faisait des efforts spasmodiques pour rallumer son cigare au-dessus de la lampe. Ça, très clair, vraiment. Or, n'est-il pas remarquable que l'on néglige une telle vérité ? Continua l'explorateur du temps avec un léger accès de bonne humeur. Voici ce que signifie réellement la 4e dimension. Beaucoup de gens en parlent sans savoir ce qu'ils disent. Ce n'est qu'une autre manière d'envisager le temps. Il n'y a aucune différence entre le temps, 4e dimension, et l'une quelconque des 3 dimensions de l'espace, sinon que notre conscience se meut avec elle. Mais quelques imbéciles se sont trompés sur le sens de cette notion. Vous avez tous su ce qu'ils ont trouvé à dire à propos de cette 4e dimension ? Non, pas moi, dit le provincial. Simplement ceci. L'espace, tel que nos mathématiciens l'entendent, est censé avoir 3 dimensions qu'on peut appeler longueur, largeur et épaisseur, et il est toujours définissable par référence à 3 plans, chacun à angle droit avec les autres. Mais quelques esprits philosophiques se sont demandé pourquoi exclusivement 3 dimensions. Pourquoi pas une 4e direction à angle droit avec les 3 autres ? Et ils ont même essayé de construire une géométrie à 4 dimensions. Le professeur Simon Newcomb,
exposé celle-ci il y a 4 ou 5 semaines à la Société mathématique de New York. Vous savez comment sur une surface plane qui n'a que 2 dimensions, on peut représenter la figure d'un solide à 3 dimensions. À partir de là, ils soutiennent que, en partant d'images à 3 dimensions, ils pourraient en représenter une à 4 s'il leur était possible d'en dominer la perspective. Vous comprenez ? Je pense que oui, murmura le provincial et, fronçant les sourcils, il se perdit dans des réflexions secrètes, ses lèvres s'agitant comme celles de quelqu'un qui répète des versets magiques. Oui, je crois que j'y suis, maintenant, dit-il au bout d'un moment, et sa figure s'éclaira un instant. Bien, je n'ai pas de raison de vous cacher que, depuis un certain temps, je me suis occupé de cette géométrie des 4 dimensions. J'ai obtenu quelques résultats curieux. Par exemple, voici une série de portraits de la même personne, à 8 ans, à 15 ans, à 17 ans et un autre à 23 ans, et ainsi de suite. Ils sont évidemment les sections, pour ainsi dire, les représentations sous 3 dimensions d'un être à 4 dimensions qui est fixe et inaltérable. Les hommes de science, continua l'explorateur du temps après nous avoir laissé le loisir d'assimiler ces derniers mots, savent parfaitement que le temps n'est qu'une sorte d'espace. Voici un diagramme scientifique bien connu. Cette ligne que suit mon doigt indique les mouvements du baromètre. Hier, il est monté jusqu'ici. Hier soir, il est descendu jusque-là. Puis ce matin, il s'élève de nouveau et doucement, il arrive jusqu'ici. À coup sûr, le mercure n'a tracé cette ligne dans aucune des dimensions de l'espace généralement reconnues. Il est cependant certain que cette ligne a été tracée, et nous devons donc en conclure qu'elle fut tracée au long de la dimension du temps. Mais, dit le docteur en regardant fixement brûler la houille, si le temps n'est réellement qu'une 4e dimension de l'espace, pourquoi l'a-t-on considéré et le considère-t-on encore comme différent ? Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous mouvoir çà et là dans le temps comme nous nous mouvons çà et là dans les autres dimensions de l'espace ? L'explorateur du temps sourit. Êtes-vous bien sûr que nous pouvons nous mouvoir librement dans l'espace ? Nous pouvons aller à gauche et à droite, en avant et en arrière assez librement, et on l'a toujours fait. J'admets que nous nous mouvons librement dans 2 dimensions. Mais que direz-vous des mouvements de haut en bas et de bas en haut ? Il semble qu'alors la gravitation nous limite singulièrement. Pas précisément, dit le docteur. Il y a les ballons. Mais avant les ballons, et si l'on accepte les bonds spasmodiques et les inégalités de surface, l'homme est tout à fait incapable du mouvement vertical. Toutefois, il peut se mouvoir quelque peu de haut en bas et de bas en haut. Plus facilement, beaucoup plus facilement de haut en bas que de bas en haut. Et vous ne pouvez nullement vous mouvoir dans le temps. Il vous est impossible de vous éloigner du moment présent. Mon cher ami, c'est là justement ce qui vous trompe. C'est là justement que le monde entier est dans l'erreur. Nous nous éloignons incessamment du moment présent. Nos existences mentales, qui sont immatérielles et n'ont pas de dimension, se déroulent au long de la dimension du temps avec une vélocité uniforme, du berceau jusqu'à la tombe, de la même façon que nous voyagerions vers le bas si nous commencions nos existences 50 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais la grande difficulté est celle-ci, interrompit le psychologue. Vous pouvez aller de ci, de là, dans toutes les directions de l'espace, mais vous ne pouvez aller de ci, de là, dans le temps. C'est là justement le germe de ma grande découverte. Mais vous avez tort de dire que nous ne pouvons pas nous mouvoir dans tous les sens du temps. Par exemple, si je me rappelle très vivement quelque incident, je retourne au moment où il s'est produit. Je suis distrait, j'ai l'esprit absent comme vous dites. Je fais un saut en arrière pendant un moment. Naturellement, nous n'avons pas la faculté de demeurer en arrière pour une longueur indéfinie de temps, pas plus qu'un sauvage ou un animal ne peut se maintenir à 2 mètres en l'air.
Mais l'homme civilisé est à cet égard mieux pourvu que le sauvage. Il peut s'élever dans un ballon en dépit de la gravitation, et pourquoi ne pourrait-il espérer que finalement, il lui sera permis d'arrêter ou d'accélérer son impulsion au long de la dimension du temps, ou même de se retourner et de voyager dans l'autre sens. Oh, ça par exemple, commença Philby, c'est pourquoi pas, demanda l'explorateur du temps. C'est contre la raison, acheva Philby. Quelle raison? Dit l'explorateur du temps. Vous pouvez, par toutes sortes d'arguments, démontrer que le blanc est noir et le noir est blanc, dit Philby, mais vous ne me convaincrez jamais. Peut-être bien, dit l'explorateur du temps, mais vous commencez à voir maintenant quel fut l'objet de mes investigations dans la géométrie des 4 dimensions. Il y a longtemps que j'avais une vague idée d'une machine pour voyager à travers le temps, s'exclama le très jeune homme, qui voyagera indifféremment dans toutes les directions de l'espace et du temps au gré de celui qui la dirige. Philby se contenta de rire. « Mais j'en ai la vérification expérimentale, dit l'explorateur du temps. Voilà qui serait fameusement commode pour un historien, suggéra le psychologue. On pourrait retourner en arrière et vérifier par exemple les récits qu'on nous donne de la bataille de Hastings. Ne pensez-vous pas que vous attireriez l'attention, dit le médecin. Nos ancêtres ne toléraient guère l'anachronisme. On pourrait apprendre le grec des lèvres même d'Homère et de Platon, pensa le très jeune homme. Dans ce cas, il vous ferait coller certainement à votre premier examen. Les savants allemands ont tellement perfectionné le grec. C'est là qu'est l'avenir, dit le très jeune homme. Pensez donc, on pourrait placer tout son argent, le laisser s'accumuler à intérêts composés et se lancer en avant, à la découverte d'une société édifiée sur une base strictement communiste, dis-je. De toutes les théories extravagantes ou fantaisistes, commença le psychologue. Oui, c'est ce qu'il me semblait. Aussi, je n'en ai jamais parlé jusqu'à la vérification expérimentale, m'écriai-je. Allez-vous vraiment vérifier cela? L'expérience, cria Philby qui se sentait la cervelle fatiguée. Eh bien, faites-nous voir votre expérience, dit le psychologue, bien que tout cela ne soit qu'une farce, vous savez. L'explorateur du temps nous regarda tour à tour en souriant. Puis, toujours avec son léger sourire et les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, il sortit lentement du salon et nous entendîmes ses pantoufles traîner dans le long passage qui conduisait à son laboratoire. Le psychologue nous regarda. « Je me demande ce qu'il va faire. Hein. Quelques tours de passe-passe ou d'escamotage, dit le docteur. Puis Philby entama l'histoire d'un prestidigitateur qu'il avait vu à Burslem. Mais avant même qu'il eût terminé son introduction, l'explorateur du temps revint et l'anecdote en resta là. Chapitre 2. La machine. L'objet que l'explorateur du temps tenait à la main était une espèce de mécanique en métal brillant, à peine plus grande qu'une petite horloge et très délicatement faite. Certaines parties étaient en ivoire, d'autres en une substance cristalline et transparente. Il me faut tâcher maintenant d'être extrêmement précis, car ce qui suit, à moins d'accepter sans discussion les théories de l'explorateur du temps, est une chose absolument inexplicable. Il prit l'une des petites tables octogonales qui se trouvaient dans tous les coins de la pièce, et il la plaça devant la cheminée, avec 2 de ses pieds sur le devant du foyer. Sur cette table, il plaça son mécanisme. Puis il approcha une chaise et s'assit. Le seul autre objet sur la table était une petite lampe à abat-jour dont la vive clarté éclairait en plein la machine. Il y avait là aussi une douzaine de bougies, 2 dans des appliques de chaque côté de la cheminée, et plusieurs autres dans des candélabres, de sorte que la pièce était brillamment illuminée. Je m'assis moi-même dans un fauteuil bas, tout près du feu,
et je l'attirai en avant de façon à me trouver presque entre l'explorateur du temps et le foyer. Philby s'était assis derrière lui, regardant par-dessus son épaule. Le docteur et le provincial l'observaient par côté et à droite, le psychologue à gauche. Le très jeune homme se tenait derrière le psychologue. Nous étions tous sur le qui-vive, et il me semble impossible que, dans ces conditions, nous ayons pu être dupes de quelque supercherie. L'explorateur du temps nous regarda tour à tour, puis il considéra sa machine. « Eh bien, dit le psychologue, ce petit objet n'est qu'une maquette, dit l'explorateur du temps en posant ses coudes sur la table et joignant ses mains au-dessus de l'appareil. C'est le projet que j'ai fait d'une machine pour voyager à travers le temps. Vous remarquerez qu'elle a l'air singulièrement louche et que cette barre scintillante a un aspect bizarre, en quelque sorte irréel. Il indiqua la barre avec son doigt. Voici encore ici un petit levier blanc, et là en voilà un autre. Le docteur se leva et examina curieusement la chose. C'est admirablement construit, dit-il. J'ai mis 2 ans à la faire, répondit l'explorateur du temps. Puis, lorsque nous eûmes tous imité le docteur, il continua. Il vous faut maintenant comprendre nettement que ce levier, si on appuie dessus, envoie la machine glisser dans le futur, et que cet autre renverse le mouvement. Cette selle représente le siège de l'explorateur du temps. Tout à l'heure, je presserai le levier et la machine partira. Elle s'évanouira, passera dans les temps futurs et ne reparaîtra plus. Regardez-la bien, examinez aussi la table et rendez-vous compte qu'il n'y a ici aucune supercherie. Je n'ai pas envie de perdre ce modèle pour m'entendre ensuite traiter de charlatan. Il y eut un silence d'1 minute peut-être. Le psychologue fut sur le point de parler, mais il se ravisa. Alors, l'explorateur du temps avança son doigt vers le levier. « Non, dit-il tout à coup, donnez-moi votre main. » Et se tournant vers le psychologue, il lui prit la main et lui dit d'étendre l'index, de sorte que ce fut le psychologue qui, lui-même, mit en route pour son interminable voyage le modèle de la machine du temps. Nous vîmes le levier s'abaisser. Je suis absolument sûr qu'il n'y eut aucune supercherie. On entendit un petit sifflement et la flamme de la lampe fila. Une des bougies de la cheminée s'éteignit et la petite machine, tout à coup, oscilla, tourna sur elle-même, devint indistincte, apparut comme un fantôme pendant 1 seconde peut-être, comme un tourbillon de cuivre scintillant faiblement, puis elle disparut. Sur la table, il ne restait plus que la lampe. Pendant un moment, chacun resta silencieux. Puis Philby jura. Le psychologue revint de sa stupeur et tout à coup regarda sous la table. L'explorateur du temps éclata de rire gaiement. « Eh bien, dit-il du même ton que le psychologue. » Puis, se levant, il alla vers le pot à tabac sur la cheminée et commença à bourrer sa pipe en nous tournant le dos. Nous nous regardions tous avec étonnement. « Dites donc, est-ce que tout cela est sérieux ?» dit le docteur. « Croyez-vous sérieusement que cette machine est en train de voyager dans le temps ?»« Certainement, » dit notre ami en se baissant vers la cheminée pour enflammer une allumette. Puis il se retourna en allumant sa pipe pour regarder en face le psychologue. Celui-ci, pour bien montrer qu'il n'était nullement troublé, prit un cigare et essaya de l'allumer sans l'avoir coupé. « Bien plus, j'ai ici, dit-il en indiquant le laboratoire, une grande machine presque terminée, et quand elle sera complètement montée, j'ai l'intention de faire moi-même avec elle un petit voyage. » « Vous prétendez que votre machine voyage dans le temps ?» demanda Philby. « Dans les temps à venir ou dans les temps passés, ma foi, je ne sais pas bien lequel. » Un instant après,
le psychologue eut une inspiration. Si elle est allée quelque part, ce doit être dans le passé. Pourquoi ? Demanda l'explorateur du temps. Parce que je présume qu'elle ne s'est pas mue dans l'espace, et si elle voyageait dans l'avenir, elle serait encore ici dans ce moment, puisqu'il faudrait parcourir ce moment-ci. Mais, dis-je, si elle voyageait dans le passé, elle aurait dû être visible quand nous sommes entrés tout à l'heure dans cette pièce. De même que jeudi dernier, et le jeudi d'avant, et ainsi de suite. Objection sérieuse, remarqua d'un air d'impartialité le provincial, en se tournant vers l'explorateur du temps. Pas du tout, répondit celui-ci, puis s'adressant au psychologue. Vous qui êtes un penseur, vous pouvez expliquer cela. C'est du domaine de l'inconscient, de la perception affaiblie. Certes, oui, dit le psychologue en nous rassurant. C'est là un point très simple de psychologie, j'aurais dû y penser. C'est assez évident et cela soutient merveilleusement le paradoxe. Nous ne pouvons pas plus voir ni apprécier cette machine que nous ne pouvons voir les rayons d'une roue lancée à toute vitesse ou un boulet lancé à travers l'espace. Si elle s'avance dans le temps 50 fois ou 100 fois plus vite que nous, si elle parcourt une minute pendant que nous parcourons une seconde, l'impression produite sera naturellement un 50e ou un centième de ce qu'elle serait si la machine ne voyageait pas dans le temps. C'est bien évident. Il passa sa main à la place où avait été la machine. « Comprenez-vous » demanda-t-il en riant. Nous restâmes assis, les yeux fixés sur la table vide, jusqu'à ce que notre ami nous eût demandé ce que nous pensions de tout cela. « Ça me semble assez plausible, ce soir, » dit le docteur. « Mais attendons jusqu'à demain, attendons le bon sens matinal. » « Voulez-vous voir la machine elle-même » demanda notre ami. En disant cela, il prit une lampe et nous entraîna au long du corridor, exposé au courant d'air qui menait à son laboratoire. Je me rappelle très vivement la lumière tremblotante, la silhouette de sa grosse tête étrange, la danse des ombres, notre défilé à sa suite, tous ahuris mais incrédules, et comment aussi nous aperçûmes dans le laboratoire une machine beaucoup plus grande que le petit mécanisme que nous avions vu disparaître sous nos yeux. Elle comprenait des parties de nickel, d'ivoire, d'autres avaient été limées ou sciées dans le cristal de roche. L'ensemble était à peu près complet, sauf des barres de cristal torse qui restaient inachevées sur un établi à côté de quelques esquisses et plans, et j'en pris une pour mieux l'examiner. Elle semblait être de quartz. « Voyons, » dit le docteur, « parlez-vous tout à fait sérieusement ? Ou bien n'est-ce qu'une supercherie comme ce fantôme que vous nous avez fait voir à Noël ? » « J'espère bien, » dit notre ami en élevant la lampe, « explorer le temps sur cette machine. Est-ce clair ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. » Aucun de nous ne savait comment prendre cela. Je rencontrai le regard de Philby par-dessus l'épaule du docteur. Il eut un solennel clignement de paupières. Chapitre 3. L'explorateur revient. Je crois qu'aucun de nous ne crut alors à la machine. Le fait est que notre ami était un de ces hommes qui sont trop intelligents, trop habiles ou trop adroits pour qu'on les croie. On avait avec lui l'impression qu'on ne le voyait jamais en entier. On suspectait toujours quelque subtile réserve, quelque ingénuité en embuscade derrière sa lucide franchise. Si c'eût été Philby qui nous eût montré le modèle et expliqué la chose, nous eussions été à son égard beaucoup moins sceptiques, car nous nous serions rendus compte de ses motifs. Un charcutier comprendrait Philby. Mais l'explorateur du temps avait plus qu'un soupçon de fantaisie parmi ses éléments constitutifs, et nous nous défions de lui. Des choses qui auraient fait la renommée d'hommes beaucoup moins capables semblaient entre ses mains des supercheries. C'est une erreur de faire les choses trop facilement.
Les gens graves qui le prenaient au sérieux ne se sentaient jamais sûrs de sa manière de faire. Ils semblaient en quelque sorte sentir qu'engager leur réputation de saint jugement avec lui, c'était meubler une école avec des objets de porcelaine coquille d'œuf. Aussi, je ne pense pas qu'aucun de nous ait beaucoup parlé de l'explorateur du temps dans l'intervalle qui sépara ce jeudi-là du suivant, bien que tout ce qu'il comportait de virtualité bizarre hanta sans aucun doute la plupart de nos esprits. Ces éventualités, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de pratiquement incroyable, les curieuses possibilités d'anachronisme et de complète confusion qu'il suggérait. Pour ma part, j'étais particulièrement préoccupé par l'escamotage de la maquette. Je me rappelle en avoir discuté avec le docteur que je rencontrais le vendredi au Linnen. Il me dit avoir vu une semblable mystification à Tübingen, et il attachait une grande importance à la bougie soufflée. Mais il ne pouvait expliquer de quelle façon le tour se jouait. Le jeudi suivant, je me rendis à Richmond, car j'étais, je crois, un des hôtes les plus assidus de l'explorateur du temps. Et, arrivant un peu tard, je trouvai 4 ou 5 amis déjà réunis au salon. Le docteur était adossé à la cheminée, une feuille de papier dans une main et sa montre dans l'autre. Je cherchais des yeux l'explorateur du temps. « Il est maintenant 7h30, dit le docteur. Je crois que nous ferons mieux de dîner. »« Où est-il » dis-je en nommant notre hôte. « C'est vrai, vous ne faites qu'arriver. C'est singulier, il a été retenu sans pouvoir se dégager. Il a laissé ce mot pour nous inviter à nous mettre à table à 7h s'il n'était pas là. Il ajoute qu'il expliquera son retard dès qu'il en rentrera. En effet, c'est pitoyable de laisser gâter le dîner, dit le rédacteur en chef d'un journal quotidien bien connu. Et là-dessus, le docteur sonna le dîner. Le psychologue, le docteur et moi étions les seuls qui eussions assisté au dîner précédent. Les autres étaient Blanc, directeur du journal déjà mentionné, un certain journaliste et un autre personnage, tranquille, timide et barbu, que je ne connaissais pas et qui, autant que je pus l'observer, ne desserra pas les dents de toute la soirée. On fit à table maintes conjectures sur l'absence du maître de maison, et par plaisanterie je suggérais qu'il explorait peut-être sa 4e dimension. Le rédacteur en chef demanda une explication, et le psychologue lui fit de bonne grâce un rapide récit du paradoxal et ingénieux subterfuge dont il avait été témoin 8 jours auparavant. Au milieu de son explication, la porte du corridor s'ouvrit lentement et sans bruit. J'étais assis face à la porte et, le premier, je la vis s'ouvrir. « Eh bien, tout de même !» m'écriai-je. La porte s'ouvrit plus grande et l'explorateur du temps était devant nous. Je poussai un cri de surprise. « Grand Dieu, mais qu'arrive-t-il » demanda le docteur qui l'aperçut ensuite, et tous les convives se tournèrent vers la porte. Notre ami était dans un état surprenant. Son vêtement était poussiéreux et sale, souillé de taches verdâtres aux manches. Sa chevelure était emmêlée et elle me sembla plus grise, soit à cause de la poussière, soit que sa couleur ait réellement changé. Son visage était affreusement pâle. Il avait une profonde coupure au menton, une coupure à demi refermée. Il avait les traits tirés et l'air hagard de ceux qui sont en proie à une intense souffrance. Il hésita un instant, ébloui sans doute par la clarté, puis il entra en boitant, tout comme eût fait un vagabond aux pieds endoloris. Nous le regardions en silence, attendant qu'il parlât. Il n'ouvrit pas la bouche, mais s'avança péniblement jusqu'à la table et fit un mouvement pour atteindre le vin. Le rédacteur en chef remplit une coupe de champagne et la lui présenta. Il la vida jusqu'à la dernière goutte et parut se sentir mieux, car son regard fit le tour de la table et l'ombre de son sourire habituel erra sur ses lèvres. « Que diable avez-vous bien pu faire » dit le docteur. L'explorateur du temps ne sembla pas entendre. « Que je ne vous interrompe pas, surtout, » dit-il d'une voix mal assurée. « Je suis très bien. » Il s'arrêta
tendit son verre pour qu'on le remplît et le vida d'un seul trait. « Cela fait du bien, dit-il. » Ses yeux s'éclairèrent et une rougeur légère lui monta aux joues. Son regard parcourut rapidement nos visages avec une sorte de morne approbation et fit ensuite le tour de la table chaude et confortable. Puis de nouveau il parla, comme s'il cherchait encore son chemin à travers ses mots. « Je vais me laver et me changer, puis je redescendrai et vous donnerai les explications promises. Gardez-moi quelques tranches de mouton, je meurs littéralement de faim. » Il reconnut tout à coup le rédacteur en chef, qui était un convive assez rare, et lui souhaita la bienvenue. Le rédacteur commença une question. « Je vous répondrai tout à l'heure, dit l'explorateur du temps. Je me sens un peu drôle. Ça ira très bien dans un moment. » Il posa son verre et se dirigea vers la porte de l'escalier. Je remarquai à nouveau qu'il boitait et que son pied frappait lourdement le plancher, et en me levant un peu, je pus voir ses pieds pendant qu'il sortait. Il était simplement chaussé d'une paire de chaussettes déchirées et tachées de sang. Puis la porte se referma sur lui. J'avais bien envie de le suivre, mais je me rappelais combien il détestait qu'on fît des embarras à son endroit. Pendant un moment, mon esprit battit la campagne. Puis j'entendis le rédacteur en chef qui disait « Singulière conduite d'un savant fameux ». Suivant son habitude, il pensait en titre d'article. Et cela ramena mon attention vers la table étincelante. « Quelle est cette farce ?» dit le journaliste. « Est-ce qu'il aurait eu la fantaisie d'aller faire le coltineur amateur ? Je n'y comprends rien. » Mes yeux rencontrèrent ceux du psychologue et ils y lurent ma propre interprétation. Je pensais à notre ami se hissant péniblement dans les escaliers. Je ne crois pas que personne d'autre eût remarqué qu'il boitait. Le premier à revenir complètement de sa surprise fut le docteur, qui sonna pour la suite du service, car notre ami ne pouvait pas supporter les domestiques sans cesse présents au dîner. Sur ce, le rédacteur en chef prit son couteau et sa fourchette avec un grognement. Le personnage silencieux imita son exemple et l'on se remit à dîner. Tout d'abord, la conversation se borna à quelques exclamations étonnées. Puis la curiosité du rédacteur en chef devint pressante. « Est-ce que notre ami augmente son modeste revenu en allant balayer les rues ? Ou bien subit-il des transformations à la Nabuchodonosor ? » « Je suis sûr, dis-je, que c'est encore cette histoire de la machine du temps. » Je repris où le psychologue l'avait laissé le récit de notre précédente réunion. Les nouveaux convives étaient franchement incrédules. Le rédacteur en chef soulevait des objections. Qu'est-ce que c'était que ça, l'exploration du temps ? Est-ce qu'un homme se couvre de poussière à se rouler dans un paradoxe, voyons ? Puis comme il se familiarisait avec l'idée, il eut recours à la plaisanterie. Est-ce qu'il n'y avait donc plus de brosse à habits dans le futur ? Le journaliste, lui aussi, ne voulait croire à aucun prix et se joignait au rédacteur en chef dans la tâche facile de ridiculiser toute l'affaire. L'un et l'autre appartenaient à la nouvelle espèce de journalistes, jeunes gens joyeux et très irrespectueux. Le correspondant spécial que nous avons envoyé dans la semaine prochaine nous annonce, disait, ou plutôt clamait le journaliste, lorsque l'explorateur du temps réapparut. Il s'était mis en habit et rien, sinon ses yeux hagards, ne restait du changement qui m'avait d'abord effrayé. « Dites donc, lui demanda en riant le rédacteur en chef, voilà qu'on me raconte que vous revenez d'un voyage dans le milieu de la semaine prochaine. Révélez-nous les intentions du gouvernement, n'est-ce pas ? Combien voulez-vous pour l'article ?» L'explorateur du temps vint s'asseoir sans dire un mot. Il souriait tranquillement à sa façon accoutumée. « Où est ma part ?» dit-il. « Quel plaisir d'enfoncer encore une fourchette dans cette viande !»« Quelle blague !» dit le rédacteur en chef. « Au diable la blague !» dit l'explorateur du temps. « J'ai besoin de manger, et je ne dirai pas un mot avant d'avoir remis un peu de peptone dans mon organisme. Merci, passez-moi le sel. » « Un seul mot, dis-je. Vous revenez d'exploration ?»« Oui, dit-il, la bouche pleine en secouant la tête. »« Je donne 1 shilling la ligne pour un compte-rendu in extenso, » dit le rédacteur en chef. L'explorateur poussa son verre du côté de l'homme silencieux.
et le fit teinter d'un coup d'ongle. Sur ce, l'homme silencieux, qui le fixait avec ébahissement, sursauta et lui versa du vin. Le dîner s'acheva dans un malaise général. Pour ma part, de soudaines questions me venaient incessamment aux lèvres, et je suis sûr qu'il en était de même pour les autres. Le journaliste essaya de diminuer la tension des esprits en contant des anecdotes. Notre ami donnait toute son attention à son dîner et semblait ne pas avoir mangé depuis une semaine. Le docteur fumait une cigarette et considérait l'explorateur à travers ses paupières mi-closes. L'homme silencieux semblait encore plus gauche que d'habitude et vida sa coupe de champagne avec une régularité et une détermination purement nerveuse. Enfin, notre hôte repoussa son assiette et nous regarda. « Je vous dois des excuses, dit-il. Je mourrais tout bonnement de faim. Mais j'ai passé quelques moments bien surprenants. » Il atteignit un cigare dont il coupa le bout. « Mais venez au fumoir. C'est une histoire trop longue pour la raconter au milieu de vaisselle sale. » Puis il sonna en se levant et nous conduisit dans la chambre attenante. « Vous avez parlé de la machine à Blanc et aux autres, me dit-il en se renversant dans son fauteuil. « Mais ce n'est qu'un paradoxe, dit le rédacteur en chef. Je ne puis pas discuter ce soir. Je veux bien vous raconter l'histoire, mais non pas la discuter. Je vais, continua-t-il, vous faire le récit de ce qui m'est arrivé, si vous y tenez, mais il faudra vous abstenir de m'interrompre. J'ai besoin de raconter, absolument. La plus grande partie vous semblera pure invention, soit, mais tout est vrai, du premier au dernier mot. J'étais dans mon laboratoire à 4 heures et depuis lors, j'ai vécu 8 jours. Des jours tels qu'aucun être humain n'en a vécu auparavant. Je suis presque épuisé, mais je ne veux pas dormir avant de vous avoir conté la chose d'un bout à l'autre. Après cela, j'irai me reposer. Mais pas d'interruption, est-ce convenu ? Convenu, dit le rédacteur en chef, et tous répétâmes convenu. Alors, l'explorateur du temps raconta son histoire telle que je la transcris plus loin. Il s'enfonça d'abord dans son fauteuil et parla du ton d'un homme fatigué. Peu à peu, il s'anima. En l'écrivant, je ne sens que trop vivement l'insuffisance de la plume et du papier, et surtout ma propre insuffisance pour l'exprimer avec toute sa valeur. Vous lirez, sans doute avec attention, mais vous ne pourrez voir dans le cercle brillant de la petite lampe la face pâle et franche du conteur, et vous n'entendrez pas les inflexions de sa voix. Vous ne saurez pas combien son expression suivait les phases de son récit. La plupart d'entre nous qui écoutions étions dans l'ombre, car les bougies des candélabres du fumoir n'avaient pas été allumées, et seule la face du journaliste et les jambes de l'homme silencieux étaient éclairées. D'abord, nous nous regardions les uns les autres de temps en temps. Puis, au bout d'un moment, nous cessâmes de le faire pour rester les regards fixés sur le visage de l'explorateur du temps.